Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Alors, le but de cette conférence, je vais te parler de l'anthropologie spécialisée dans le tourisme durable. Donc, en premier lieu, je vais simplement expliquer ce qu'est l'anthropologie. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on a eu une magnifique conférence il y a peu de temps, justement, parlant de l'anthropologie. Ensuite, je vais parler un peu des principes du tourisme, de certaines définitions particulières à connaître. Et après, justement, l'histoire du tourisme avec le tourisme de masse, etc. Comme on a pu déjà voir un peu ici dans le channel amphithéâtre, le petit débat. Et justement, pour venir au tourisme durable, ces trois piliers et toutes les déclinaisons possibles qui peuvent être positives et négatives, et ainsi pouvoir briser un peu les différentes murs et préjugés que vous pouvez avoir, par exemple. Aussi même proposer d'autres alternatives. Et pour terminer, on visionnera une toute petite vidéo de 2 minutes 20, si je ne me trompe, 4 minutes 24, autant pour moi, ainsi qu'un petit questionnaire à la fin. Vous pourrez répondre si les deux modos admin sont d'accord. Je vais prendre ça pour un oui. Oui, pas de problème, c'est cool. Ouais. Merci. Alors donc, premier point, l'introduction. Qu'est-ce que l'anthropologie? Un bien grand mot. Alors l'anthropologie, ça consiste dans sa globalité à étudier l'espèce humaine. Donc tout ce qui est en rapport avec la culture. Attendez, je reprends ma note. Tout ce qui est en rapport avec la culture et l'anthropologie est souvent séparé en plusieurs domaines. Que ce soit l'anthropologie avec la sociologie, avec le culturel, l'anthropologie physique, etc. Mais ça, c'était beaucoup plus ce qu'il y avait dans le temps. En effet, l'anthropologie, donc, qui consiste à s'intéresser aux cultures et aux civilisations différentes de la nôtre, avant était très diversifiée et c'était séparé en deux domaines. Le premier domaine, donc, c'était l'anthropologie et la sociologie. À la base, la sociologie faisait des études des sociétés dites modernes. Par exemple, vous, en tant qu'anthropologue dans les années 30, vous allez faire une étude de la culture dans l'Angleterre dans un but bien spécifique. Tandis que justement l'autre opposé, qui est l'anthropologie juste de base, donc sans spécialisation, était beaucoup plus à l'époque les sociétés dites exotiques. Donc tout ce qui était en rapport, par exemple, à aller à la rencontre des différents locaux dans imaginons, dans le continent africain, asiatique ou Amérique latine, pour justement être sur place. Donc la distinction était faite entre les deux. L'un plutôt dans l'hémisphère nord, l'autre plutôt dans l'hémisphère, je reformule, putain, j'y arriverai pas, hémisphère sud. J'ai bien prononcé? On va dire que oui. Et avec le temps, l'anthropologie, justement, s'est commencé à se concentrer sur un seul et même domaine. Là où avant, on avait plusieurs spécialifications pour l'anthropologie. Ça a commencé dans les années 50 à 60 à devoir l'anthropologie avec la mondialisation, à simplement plus sur, bonjour nouvelle personne qui est arrivée, plus sur, centré sur divers domaines. Donc, par exemple, les anthropologues qui étaient simplement des chercheurs, ont commencé à devenir des enseignants, à faire de plus en plus de travaux de recherche qui étaient mis dans des magazines, etc. Mais aussi les films commerciaux. Avec le capitalisme qui a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, il y a des firmes commerciales qui ont désiré de s'implanter dans différentes régions du monde. On a l'exemple d'IKEA. Quand ils s'est implanté en Chine, ils ont fait appel à des anthropologues pour comprendre justement un peu comment fonctionnait la culture locale et comment eux, avec leurs différentes formes de produits, pouvaient justement s'intégrer au mieux dans la population pour pas que leur présence soit gênante. Et il n'y a par exemple que IKEA en Chine que quand vous allez là-bas, vous pouvez vous reposer, vous aller dormir dans les lits qui sont présents, les canapés, parce que c'est présent dans la culture chinoise. Si par exemple on essaie de faire ça en France, je ne crois pas que ça se passerait de la même manière. Donc c'est ça l'anthropologie, c'est vraiment étudier les différentes cultures par rapport à la nôtre en faisant des recherches là-dessus pour mieux comprendre. Alors vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec le tourisme. On va y venir justement un peu après. Maintenant, dans les différentes définitions dans l'anthropologie qui touchent justement le tourisme, on a le premier mot qui est l'acculturation. Est-ce qu'une personne ici sait ce qu'est l'acculturation ou pas du tout?
aucune manifestation, je vais prendre ça pour un non. Ah, il y a un oui, super. Bravo Zidrun. Donc l'acculturation, ça consiste à adopter des éléments culturels, des mœurs d'une autre société. Pour prendre un exemple qui sera un peu mieux concret, l'acculturation, on imagine un article qui est sorti en 2001 que j'ai pu consulter et que je mettrai après à la fin si vous le désirez. Tourisme et sexualité en Tunisie, simplement dans les années 2000 et 2010, où il y avait un tourisme de masse qui s'est popularisé en Tunisie. De plus en plus de personnes allaient se rendre pour passer les vacances, se reposer, profiter de la plage. Et il y a un phénomène de tourisme sexuel qui avait sur place. Dit comme ça, on peut penser que ce sont des jeunes femmes aiguicheuses qui vont essayer d'avoir les touristes, mais pas forcément. Le tourisme sexuel, les habitudes qu'il y avait pour les hommes en Tunisie, c'était d'aller voir généralement les couples et aussi les jeunes mariés ou bien les jeunes couples homo pour faire un service, ou même parfois des relations amoureuses, donc pas forcément sexuelles. Et avec le temps, on a vu carrément un gouffre qui opposait entre les mœurs et la culture tunisienne, où la sexualité pouvait être assez taboue, là où la culture occidentale a commencé à de plus en plus s'influencer avec différents jeux de BDSM, des jeux d'exhibition, ou bien notamment l'homosexualité qui était de plus en plus présente. Ce qui fait qu'on a de plus en plus la culture tunisienne, dans le point de vue de la sexualité, se retrouver modifiée. Ok, Il y a Anna, justement l'arrivée de plus en plus. Pardon. Essaie de parler un peu plus lentement, donc c'est pas par rapport à ton débit, c'est par rapport à la qualité de ton réseau. Du coup, je pense que si tu parles un peu plus lentement, on t'entendra mieux. D'accord, je suis désolé, je vais essayer de faire non, mieux c'est pas possible. grave, t'inquiète, aucun souci. Je vais reprendre alors. Jusqu'où vous avez commencé à perdre? On a tout entendu, c'est juste qu'il y avait des coupures, c'est tout. D'accord. Tourisme sexuel, ok, ça. Jusque-là, ça va. Donc, l'acculturation, c'est ce phénomène-là qu'on peut appeler, où vous venez avec une... Mais petit à petit, vous commencez à avoir d'autres éléments qui arrivent au sein de votre culture qui vous changent tout doucement. Avec l'exemple ici en Tunisie, ce sont les jeunes Tunisiens qui commencent à adopter des pratiques sexuelles différentes et à même en parler de plus en plus autour d'eux et accepter de plus en plus l'homosexualité, les jeux de soumission et de domination, etc. Et je vois ton message, Sidrine, si c'est cher, ça dépend. J'ai pas été sur place pour vérifier, mais l'étude ici qui a été faite, c'est en 2001 et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Par exemple, en Tunisie, il y a maintenant la PRAD qui s'organise et on peut facilement penser que le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui font du tourisme sexuel et qui arrivent à briser certains tabous a pu favoriser notamment le fait que des maisons arc-en-ciel existent là-bas et l'apparition d'une PRAD de plus en plus. Donc c'est simplement ça l'acculturation. Comme je l'ai expliqué, c'est adopter des éléments culturels et des mœurs d'une autre société jusqu'à ce qu'ils deviennent propres à nous. Dans le deuxième terme que nous allons voir, on va voir l'enculturation. Est-ce que ça va mieux le débit comme ça? Je vais voir le chat. Ok. L'enculturation, c'est un mot qui peut faire rire. Est-ce que par hasard vous voyez ce que c'est ou encore une fois personne ne connaît? Alors, l'enculturation, c'est un peu caché à le dire, mais c'est comme ça qu'on apprend. Nous tous et toutes, dès notre naissance, on s'est fait enculturer. Ça peut faire sourire. En gros, l'enculturation, c'est quand on n'a pas de culture en soi, ni de mœurs, ni de normes, ni de valeurs. On est ainsi. Et c'est bien l'influence de nos pères, de notre famille, de nos parents, qu'on se fait enculturer. C'est la première trace de culture, de valeurs et de mœurs qu'on a en nous. Pour nous, il s'agit tout simplement de la culture occidentale, européenne. Donc pour vous, c'est la France, pour moi, c'est la Belgique, mais c'est assez similaire. Quand bonjour à la personne qui vient d'arriver. Je vais reprendre alors depuis l'enculturation. J'étais en train de parler de l'anthropologie, de ce que c'était, et maintenant j'étais en train de voir 3 mots de vocabulaire importants pour comprendre pour la suite. Donc le tourisme durable et l'anthropologie, le lien qu'il y a.
Et en gros, j'étais en train de parler de l'enculturation. Donc, c'est-à-dire, je reprends les mots des uns pour les autres. C'est quand tu nais, tout simplement, tu es dénué de culture. Tu nais ainsi, tu n'as pas de valeur ni de normes. Et c'est justement via l'influence de tes pères et de ta famille que tu commences à adopter les mêmes comportements qu'eux, les mêmes idéaux. Et c'est pas parce qu'on est dans un pays qu'on a forcément les mêmes valeurs ou les mêmes normes. Par exemple, un enfant qui est né dans une famille catholique chrétienne traditionnelle se fera enculturer, c'est vrai qu'après le jeu de mots, voilà, par la religion chrétienne. Tandis que quand c'est d'autres personnes, que ce soit le druidisme ou j'en passe, encore on connaît prêtre évidemment, sacré rapteur Jésus. Et justement, à l'enculturation, parfois, peut avoir aussi d'énormes différences. Ce qu'on amène aussi parfois à la dite double culture. Imaginons que moi je décide d'aller vivre en Norvège, que je me marie avec un homme là-bas et qu'on ait des enfants. Mes enfants se feront enculturer principalement par la culture norvégienne, mais aussi par ma culture à moi qui est belge. C'est par ce principe-là qu'on a les deux cultures. Et comme dernier terme de vocabulaire qu'on va voir ensemble, il s'agit de la déculturation. Il est fort semblable à la culturation, mais c'est dans l'effet négatif. Là où la culturation, on apprend quelque chose, la déculturation, c'est qu'on perd notre culture. Les deux sont liés. Pour prendre un exemple d'un article que je vais mettre à la fin si vous le désirez, qui se passe en Indonésie, via le peuple des Gitans des mers. C'est comme ça qu'ils se surnomment. Les Gitans des mers étaient un peuple qui vivait d'île en île, et lorsque des nouveau-nés naissaient, c'était toujours en mer, sur un bateau. Mais quand l'Indonésie a eu son indépendance, le pays était tout jeune. Non, ils veulent pas le cul. Ah mon Dieu. Donc je reformule. Donc quand l'Indonésie a eu son indépendance nationale, ils ont décidé d'avoir une identité nationale, une identité culturelle, religieuse. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de cultures différentes, de langues aussi parfois, de dialectes au sein de leur pays. Ils ont décidé d'unifier tout ça avec le temps et essayer d'attirer le tourisme. Ce qui s'est produit, c'est tout simplement que les Gitans des mers ont été forcés dans les années 80-90 à devoir être simplement sur une seule île, et ce qui a totalement changé leur culture à eux. Ils se sont fait donc déculturer, le rite religieux qu'ils avaient ont dû être modifiés, et avec l'arrivée des touristes notamment, il y a tout qui a changé dans leur civilisation. Là où avant ils pouvaient être tout le temps sur les bateaux, maintenant les nouveau-nés peinent à apprendre à savoir naviguer via les étoiles. Là où avant ils fabriquaient eux-mêmes leurs vêtements, qui vivaient heureux, maintenant il y a plusieurs touristes qui viennent et qui font des échanges et des trocs, et il y a de plus en plus de pollution qui fait sur leur île. Elles ne peuvent pas sortir de là. C'est un peu comme s'ils étaient dans un espèce de zoo humain. Parce que l'Indonésie veut montrer ce genre de culture-là. Mais cette culture qui est l'Indonésie, le pays veut montrer, n'existe plus du tout. Un autre exemple, c'est via les Touaregs, aussi en Indonésie, où ils avaient l'habitude, donc encore une fois je précise, il ne faut pas prendre ça avec notre regard occidental via les mots que j'ai employés, parce que ça peut être choquant pour nous, et pour eux c'est tout à fait normal. En gros, les Touaregs, c'est un peuple en Indonésie qui avait une culture axée dans la danse et dans la musique. Ils avaient une maison formée en forme de tambour, où dedans il y avait forcément donc les 10 tambours pour l'aspect religieux, mais aussi tous les X-temps pour les nouveaux jeunes enfants qui allaient passer à l'âge adulte. Ils devaient aller dans des endroits bien spécifiques, faire des différentes danses et chants, et devoir se fouetter notamment avec un fouet bien spécifique. Là où pour certains dans l'église catholique, ça serait l'espèce, je suis pas du tout chrétien, donc j'ai oublié comment ça s'appelait, mais l'espèce de bonbon qu'on mange et le truc qui fait de la fumée. Désolé si des personnes chrétiennes, je ne connais pas du tout les mots, mais vous voyez, je pense de quoi je parle. Désolé encore une fois. Bien pour eux, justement, c'était l'instrument, donc le fouet et les 10 tambours. Oui, l'hostie, merci. Voilà. Avec l'arrivée des touristes de plus en plus massifs et le dit tourisme de masse, ils ont dû adapter leur culture. Le gouvernement indonésien a décidé de transformer leur danse pour qu'ils puissent participer à des concours internationaux. Et leur danse traditionnelle où ils se faisaient, donc les jeunes, pour passer à l'âge adulte, se fouettaient, qui étaient dans des lieux assez spécifiques, et en soirée, ont dû plutôt
pleinement dégagées, en face du gradin, avec des spectacles musicaux et des micros. Ce qui fait que maintenant la dite culture touareg n'est plus du tout la même que ils se sont fait donc déculturer. Les jeunes enfants qui naissent, eux, ils se sont fait enculturer, donc via une culture qui n'est pas celle de leurs parents, mais plutôt une nouvelle qui s'est retrouvée modifiée. Et cela à cause de l'influence notamment des touristes et des décisions du gouvernement indonésien. Et les jeunes enfants, maintenant qu'ils sont devenus adultes de nos jours, n'ont plus du tout vraiment conscience de ce que signifient donc justement les dits tambours, qu'ils voient juste comme un instrument comme un autre, alors qu'il y a encore 15 ans, c'était vraiment un aspect religieux. Là où certaines personnes peuvent dire que le Vatican c'est juste un bâtiment, d'autres pourraient presque se mettre à genoux dessus en train de prier. Donc encore une fois, c'est pas parce que c'est une autre culture ou religion qu'on peut sembler pas du tout civilisé que ce sont des sauvages ou quoi que ce soit. C'est juste une culture différente de la nôtre. C'est pas quelque chose à dénigrer ou quoi que ce soit. Maintenant qu'on a compris donc les trois mots principaux, donc l'acculturation, qu'on apprend une culture qui n'est pas la nôtre, qui devient nos valeurs et nos mœurs. La déculturation, qui est quand on perd justement notre culture. Et l'enculturation, c'est quand on est jeune et qu'on a la première fois la culture. Maintenant, je vais rentrer dans l'aspect du tourisme. Donc la signification du tourisme, un peu son histoire, etc. Donc alors le tourisme, il existe depuis l'Antiquité. Je pense que tout le monde en a un peu conscience, mais il n'était pas popularisé ou quoi que ce soit. Les différentes voies étaient généralement utilisées pour la guerre, et hormis les personnes les plus riches, il y avait plusieurs résidences. Je pense que tout le monde connaît à peu près le principe. Mais moi, je vais faire un énorme saut dans le temps, pour là où vraiment ça a commencé, à partir du XVIIIe siècle, où les aristocrates anglais, pardon, je suis dans ta question, déculturation par le symbole qu'empire. C'est ça, la déculturation. Imaginons, Clawan, toi, tu pars au Japon, vivre au Japon. Après 5 à 10 ans, tu auras perdu ta culture, pas à 100%, mais une bonne partie de ta culture occidentale. Parce que tu t'habilleras à la mode japonaise, tu feras les mêmes signes pour dire bonjour, tu apprendras la langue, les rites religieux, etc. C'est ça la déculturation. Ça peut être positif comme négatif. Tout dépend de la situation. Tu comprends un peu mieux? Ok. Ça va, n'hésitez pas si vous avez des questions, je ferai mon possible pour y répondre. Ou vous mettre avancé au choix. Donc au XVIIIe siècle, dans le tourisme, qui a commencé tout doucement à exister, on avait donc le Grand Tour, où c'était des aristocrates anglais qui voyageaient dans la capitale européenne. Donc ils faisaient Paris, Amsterdam, Bruxelles, et non Bruxelles, je précise, sinon je vous tue, Vienne, et j'en passe. Le but était d'apprendre les cultures différentes, les langues, enfin bref, le but était que quand on commence à faire le voyage, on soit un jeune enfant, et que quand on revient, on soit ce qu'on appelle un gentleman. L'origine du mot, qu'on ait du savoir tout simplement. Mais, évidemment, les aristocrates anglais, les jeunes, préféraient plus aller s'amuser, aller dans les maisons closes, etc., dans les différentes régions d'Europe, plutôt que d'apprendre réellement et aller dans les écoles. Ce qu'on peut à peu près leur comprendre, parce que qui aime étudier toute la journée les langues différentes? Très rare en tout cas. Ils avaient aussi notamment beaucoup de préjugés, notamment sur les Français, où ils disaient que les femmes étaient très faciles, qu'elles étaient, en gros, pour parler crûment, elles écartaient les jambes pour un oui ou pour un non, et que justement les hommes étaient assez machos et assez froids. Que les personnes en Belgique étaient assez cons, que le pays ne méritait pas d'exister, beaucoup de préjugés encore sur tous les autres pays d'Europe auxquels ils se rendaient. Je t'emmerde, Zidrun. En gros, un nouveau terme, ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, ce qu'on appelle, c'est la prétention d'une supériorité culturelle d'un groupe sur un autre. Les aristocrates anglais se prenaient donc supérieurs par rapport aux autres, que c'était eux les plus importants. C'est un refus, autrement dit, de la diversité culturelle, que pour eux, il y a une seule culture qui est la bonne, c'est les Anglais, et que sur leur territoire, on ne parle que l'anglais, il n'y a pas d'autres formes de cultures différentes, il n'y a pas d'Écossais, il n'y a pas de Gallois. Désolé Perceval, il y a juste des Anglais.
N'hésitez toujours pas si vous avez des questions ou autres. Pendant, je fais mon possible pour y répondre en tout cas. Et en gros, avec tout ça, petit à petit, on a eu de plus en plus de tourisme qui a commencé à se populariser, grâce notamment à l'apparition du congé payé en 1930. On a commencé aussi à avoir un contexte économique favorable, donc dans les 30 glorieuses des années 60. Et on a aussi eu, surtout, les premières agences de voyage. Peut-être que vous connaissez l'agence de voyage Thomas Cook? Non, pas du tout? Quelqu'un qui a écrit un message? Merci Raymond, ça va. Eux, ils ont fait faillite il n'y a pas longtemps. En gros, donc Thomas Cook a été créé depuis 1870. Donc, était pour les classes moyennes. C'était vraiment la toute première. Ah oui, ils ont coulé. Il y a l'année dernière. Donc, c'était vraiment la toute première agence de voyage pour les personnes de classe moyenne. Mais comme j'ai dit, avec les congés payés, ensuite après, on a eu le pouvoir d'achat qui a augmenté. Les différents moyens de transport aussi. L'avion commençait à se démocratiser de plus en plus. On a eu après les clubs med, etc. Le but était vraiment que les vacances soient un moment de détente. Là, ce qu'on appelle pour nos grands-parents et nos parents, pour eux, juillet et août, résumé vacances, résumé à partir à la mer, partir à la plage, se détendre et c'est un peu se couper du monde. Ce qui fait que nos parents ont grandi, donc se sont fait enculturer avec cette forme-là de culture à l'européenne occidentale, que les vacances d'été, c'était donc aller à la plage, prendre les agences de voyage, etc. Ce qui est peut-être pas forcément la même que pour nous. Pour ma part, j'ai grandi avec ça, cette forme de culture, donc je me suis fait enculturer que les vacances, c'était donc partir à la mer, etc., comme j'ai dit avant. Mais en grandissant, j'ai commencé à me faire acculturer, de plein gré, à comprendre donc les différentes cultures des autres, et que je me suis dit que c'était pas le bon moment pour voyager. Là, la différence. Donc, comme j'ai dit, le tourisme a commencé à se faire de plus en plus. On a aussi une évolution avec des activités d'agrément. Là où avant, on prenait juste sa serviette de bain et on allait sur la plage juste pour bronzer, on a commencé après à avoir du sport, qui a commencé à se mettre, à commencer à faire des randonnées, à faire aussi des spas, etc. On a commencé à avoir une fracture dans le tourisme. Une fracture qui commence à se creuser de plus en plus, surtout avec notre génération à nous. Donc les générations, j'entends entre les 15 et 35 ans, entre les touristes et les voyageurs. Les touristes, dans le jargon, sont ceux qu'on appelle le tourisme classique, ceux qui font le tourisme de masse. Je pense que vous voyez un peu ce que c'est. Le tourisme de masse, pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas, c'est le tourisme où vous allez à la mer, en Espagne, à Ibiza, à Rome, à Paris, etc. C'est le tourisme que tout le monde a déjà fait et que tout le monde va continuer à faire. Et c'est là où parfois ça va tellement loin et tellement beaucoup de monde que certaines villes commencent à en avoir assez. La ville de Bruges qui a commencé à stopper un peu l'arrivée des touristes, la ville de Barcelone où il y a des mouvements qui sont contre l'arrivée des touristes, tellement il y en a de trop, Rome, Venise, beaucoup d'exemples à l'appel, et à moins que vous demandiez des précisions, je pense que vous savez très bien les différents problèmes que cela peut engendrer le tourisme de masse. Et après, nous avons l'autre côté. Le voyageur. Le voyageur déteste se faire comparer au touriste. Contrairement au touriste qui, lui, préfère réserver en agence de voyage tout, le voyageur préfère tout faire de lui-même. C'est-à-dire faire son billet d'avion lui-même et éviter absolument de partir là où il y a beaucoup de touristes. C'est un peu, pour prendre une caricature, l'espèce d'hippie bobo-gauchiste qui décide d'aller en Amérique latine, aller à la rencontre des populations locales. Pour l'imaginaire populaire, c'est cela. Et donc après, ce qu'on amène justement, le lien entre l'anthropologie et le tourisme, avec une forme de tourisme qui se popularise de plus en plus, le tourisme durable. Le tourisme durable commence à se populariser de plus en plus et devient même un besoin de survie. Ah, je vois que TMD commence à écrire. Je vais faire une petite pause. Parce que j'ai commenté par dans le chat, du coup je vais attendre un peu que ça se calme. Ok. Donc, le tourisme durable, j'insiste sur les mots, n'importe quelle ville au monde qui a du tourisme de masse est obligée de penser au tourisme durable
pour un aspect de survie. Le tourisme durable repose donc sur 3 piliers. Le premier, c'est l'environnemental. Que ça soit en tant que touriste, voyageur, ou même en tant qu'agence, promoteur, etc., il y a toujours l'aspect de l'environnement à prendre en compte. Le but est de pérenniser l'activité auquel le touriste va se rendre. Pour prendre un exemple en France, la forêt de Brocéliande, qui se situe donc en Bretagne, reçoit beaucoup de touristes chaque année. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la ville sature, ce qui est arrivé justement il y a quelques années et qui continue à arriver de plus en plus. Les personnes qui gèrent le tourisme, la commune et au-dessus les pouvoirs locaux, doivent réfléchir justement à protéger le site et à faire, parce que c'est beaucoup d'argent qu'ils reçoivent grâce à cette forme de tourisme, à pérenniser l'activité, à l'agrandir, etc. D'où l'aspect environnemental à prendre en compte. Que ce soit la gestion des flux des déchets, à sensibiliser les touristes, ou même à essayer de faire travailler les touristes à ramasser les déchets, à travailler dans la gestion de l'eau, etc. C'est toujours à prendre en compte. Attends, t'as pas compris quoi, Sylvain? Tu veux que je répète quelque chose? Ok. Le deuxième pilier, c'est l'économique. Les sous, l'argent, ça fait plaisir. Mais là, la différence, dans l'économie, on peut penser que c'est pour les agents de tourisme et les gouvernements avoir plus d'argent. Pas du tout. Dans le tourisme durable, dans le deuxième pilier qui est l'économique, c'est de permettre aux locaux d'être rémunérés correctement et de surtout être connus. Pour prendre un exemple concret, Barcelone, qui a beaucoup de touristes, beaucoup d'hôtels de luxe, le pilier environnemental et économique ensemble permettront que, au lieu d'aller dans des grands hôtels où généralement la gestion des déchets, l'électricité, la pollution c'est assez à son comble, plutôt alors de privilégier là où les locaux peuvent proposer des maisons d'hôtes, des logements, etc. et justement de pouvoir faire la promotion des différents locaux. Pourquoi aller dans un quick, un espèce de fast-food, alors qu'on peut trouver facilement des habitants à Barcelone qui font eux-mêmes leur espèce de fast-food, mais justement autrement? Pourquoi alors aller dans des magasins de souvenirs, alors qu'on peut trouver des antiquitaires ou bien d'autres locaux qui font eux-mêmes leur forme d'art? Le but de l'économique, c'est privilégier les locaux justement, et que l'argent soit distribué, que l'argent soit justement redistribué, tant que pour les agences de touristes que pour les locaux, et que pour que leur vie puisse augmenter ainsi. C'est assez utile pour les populations locales dans des régions assez défavorisées, notamment en Amérique latine, où il y a de plus en plus des formes de tourisme ainsi, où les touristes qui s'y rendent sont en petits groupes pour limiter leur influence culturelle qu'ils peuvent avoir sur les locaux, doivent s'habituer à leur mode de vie pendant une semaine à deux, et pendant que les locaux leur montrent l'apprentissage, donc notamment en Amazonie, des différentes plantes, comment éviter certaines choses, les touristes les payent ainsi pour les donner cours. Donc le touriste est dépaysé, il a en même temps son activité de repos, mais en plus il peut apprendre et protéger un environnement qui n'est pas le sien, mais comprendre pourquoi c'est important. Et les locaux, eux, peuvent apprendre de la culture occidentale, mais sans que leur culture à eux soit changée parce que c'est des petits nombres de touristes. Et en même temps, ils reçoivent de l'argent correctement, pas quelques vases ou quelques broutilles, mais vraiment correctement, pour améliorer leur confort de vie. Et généralement, c'est pas des groupes de soixantenaires qui font ce type de tourisme-là. C'est plutôt dans la tranche d'âge, je dirais entre 20 et 40 ans. Parce que c'est pas des personnes de soixantenaires, malheureusement, qui peuvent se permettre de faire ce type de tourisme en Amazonie dans ces conditions-là. Mais je suis sûr que ça existe dans un endroit un peu plus safe, clairement. Après, je reformule donc premier pilier, environnement. Deuxième pilier, économique. Troisième pilier, roulement de tambour, le social. Quand on entend le social, c'est un peu lié à l'économie et l'environnement. C'est que le lieu où le touriste se rend puisse être reconnu en tant que lieu protégé. Pour prendre un exemple encore une fois, au Canada, si je ne me trompe pas de pays, il y a un parc qui est devenu très célèbre parce qu'il y a des personnes qui se sont rendues sur le lac au milieu de la forêt, où il y a un ponton avec un arbre, et ils ont simplement pris une photo sur Instagram. C'est tellement devenu populaire qu'il y a des aires
arrivées de touristes par dizaines et dizaines et dizaines qui font une file d'attente juste pour pouvoir aller sur le ponton de bois prendre une photo. Les gardes forestiers sont débordés et de plus en plus de personnes qui sont fait attaquer par des espèces sauvages comme des ours. Et les touristes qui s'y rendent sont juste là pour des photos Instagram. Autre type aussi de social, le mont Everest, où maintenant pour y aller, on est obligé de respecter un certain quota parce qu'il y a une file d'attente jusqu'en haut du sommet. Autre exemple, Machu Picchu, Pérou, où les autorités locales ont voulu faire construire un aéroport international à moins de 10 km du Machu Picchu. Alors que le lieu est déjà assez fragilisé par l'arrivée des touristes qui s'y rendent avec l'érosion, un aéroport international qui fait revenir près de 5 millions de passagers par jour, voilà quoi, je vous laisse un peu imaginer la pérennité de l'activité. Ce n'est pas assez fameux. C'est un peu les enjeux que doivent essayer de trouver les autorités locales entre avoir des revenus, mais en même temps faire en sorte qu'ils puissent toujours recevoir des revenus sur le long terme. Ce sont les 3 piliers du tourisme durable. L'environnement, faire en sorte que l'activité puisse toujours survivre et même s'agrandir. Exemple de la forêt de Brocéliande. Pouvoir protéger les espèces de plantes, pouvoir faire pousser de nouvelles espèces d'arbres, etc., qui sont protégées. L'économie, privilégier tout ce qui est local. Et le social, faire en sorte que l'activité et les personnes qui sont sur place soient connues, mais en même temps garantir leur sécurité et leur protection. Il faut toujours avoir conscience de l'influence culturelle qu'on peut avoir quand on fait du tourisme, surtout quand c'est des zones qui ne sont pas de notre culture. Je parlerai pas, par exemple, de qui jamais on va aux États-Unis parce qu'ils ont à peu près une culture similaire à la nôtre, mais imaginons que vous désirez vous rendre dans le continent africain, dans des régions en Asie assez reculées ou en Amérique du Sud. Il faut vraiment avoir conscience que notre impact peut être énorme sur place. Comme j'expliquais avec l'exemple des Touaregs, des Gitans des mers, c'est des choses vraiment à prendre en compte. Mais il faut aussi pas tomber dans un certain piège. Dans la dernière partie, je vais tout simplement parler des différentes formes de tourisme qu'il y a. Comme ça, vous pourrez voir qu'il n'y a pas juste tourisme durable pour les trucs classiques, mais qu'il y a aussi d'autres formes de tourisme. Pardon. Dans le tourisme classique, on a donc le tourisme ludique, balnéaire, de mémoire, sportif, etc. Mais dans les types de tourisme alternatifs qui sont de plus populaires, là où le touriste préférera privilégier passer directement par les locaux pour réserver son voyage, ou bien via des connaissances, on a donc le fameux tourisme durable, l'ethnocentrisme, ce qui est un peu bizarre, parce que tout à l'heure j'avais dit justement que c'était les Anglais qui se sentaient ethnocentrisme, qui privilégiaient leur culture, mais dans le tourisme ethnocentrisme, c'est justement l'inverse. C'est privilégier la culture locale auquel on se rend, sans pour autant considérer la nôtre comme supérieure. C'est vraiment se mettre à la place de quelqu'un qui souhaite apprendre, et non qui souhaite changer. On a le tourisme solidaire et équitable, donc c'est vraiment pouvoir un tourisme de privilégier les locaux. Exemple, pouvoir se rendre dans une région en Argentine, où on logera sur place chez l'habitant, ou bien avec d'autres groupes de touristes dans des maisons privées à cet effet, où toutes les activités sont réalisées et faites par les locaux, que ce soit les balades, les visites, ou même pour voir les travaux qui peuvent être faits, ou même y participer. C'est vraiment géré par les locaux. L'écotourisme qui privilégie donc le tourisme écologique, rural, tout ce qui se fait en dehors des villes. Et après, on peut notamment tomber dans le tourisme non éthique, qu'on appelle aussi le dark tourisme. C'est un tourisme que vous pouvez faire si vous le souhaitez, mais si vous y tenez à la vie, ne le faites pas. Comme par exemple aller visiter Fukushima. C'est un tourisme qui existe de plus en plus. Et faut quand même avoir un peu conscience que ça peut être dangereux. C'est un peu rien à voir avec la conférence, mais c'est un type de tourisme qui existe, comme le tourisme sexuel, etc. Ce sont tous des types de tourisme qui existent, mais prenez garde, soit à votre cul, soit à votre vie. C'est au choix. Maintenant, dernière forme de tourisme. Vous vous dites, j'ai envie de faire du tourisme. J'ai vraiment envie de limiter mon impact culturel en allant visiter la Birmanie,
je sais pas, un autre pays, la Namibie et j'en passe, vous allez trouver très facilement sur Internet un type de tourisme en particulier, le volontourisme. C'est un tourisme, si possible, et j'aimerais vous proposer de regarder une petite vidéo de 4 minutes 27 ensemble, en espérant que tout fonctionne, de vous expliquer pourquoi le volontourisme est évité, ce que c'est, et comment trouver des alternatives. Alors, je vais essayer de faire mon écran, ça devrait aller normalement. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Sur mon téléphone, parce que j'ai pas du tout accès au chat. Je suis ridicule. Ouais, c'est bon. Ok. Vous entendez? Ok. Alors par contre, même avec le son à fond, on n'entend pas. Ah merde. Le marketing du volontaire reste un dossier préparé par Nadia. On appelle ça la parenthèse utile. Consacrer quelques semaines ou quelques mois au volontariat dans le pays de son choix. Mission humanitaire en Afrique du Sud, soins animaliers en Inde, tout est possible pour qui rêve de voyager autrement. La preuve avec cette jeune fille de 21 ans qui a pu être professeure de français pour 60 étudiants dans une université au Mexique. Ce qui est important, si vous avez envie de venir à Guadalajara pour une mission d'enseignement, c'est juste d'être vraiment motivé, d'avoir envie d'enseigner et d'être de bonne humeur. Ça, c'est pour les Mexicains. Le message stéréotypé est là, et les vidéos de ce type sont nombreuses chez Project Broad. On sourit, on s'émerveille, histoire de donner envie à d'autres volontaires de partir. 11 000 cette année, mais attention, pour être utile à l'étranger, l'envie ne suffit pas. Il faut aussi les moyens, 2 semaines à partir de 1 500 € jusqu'à 3 pour un mois sans le billet d'avion, de quoi survivre. Ce qui m'étonne le plus quand je vois un fascicule comme ça, c'est que tout semble centré sur le volontaire en fait. On est là, on offre un service confort aux volontaires et on ne parle pas du tout du projet et de ses bénéficiaires. J'ai un peu l'impression d'être devant une offre d'une assurance voyage beaucoup plus que d'un projet de développement. Il s'agit en fait du volontourisme, un concept hyper tendance vendu par plusieurs programmes. 2 ans, et parti comme bénévole dans un orphelinat au Ghana. Son témoin. Non, je sais pas trop. On prend un peu les volontaires pour des bonnes causes. C'est on va voir un peu, c'est la mode, tous ces occidentaux qui veulent découvrir le monde, puis qui veulent faire des BA, qui veulent aider les autres. C'est l'occasion de se faire. Constat amer et problématique pour le milieu de l'humanitaire. Au service volontaire international, l'humeur est à l'agacement et à l'étonnement. À force de dénoncer le volontourisme, un courrier de mise en garde leur a été envoyé par Project Broad. Il nous dit que donc, si on n'est pas gentil, si on pose des questions qui dérangent, il y aura un huissier lors de conférence. C'est vraiment la toute première fois où on va assister à une conférence avec sous la protection d'un huissier qui va sans doute noter les questions pas gentilles pour punir les méchants étudiants qui seraient un peu trop critiques. Pour comprendre les raisons de cette méfiance, nous nous rendons à la séance d'information de Project Broad. Hors caméra, le malaise s'installe. Une volontaire nous raconte avoir fait des sutures lors de son séjour au Togo. Mais elle n'a qu'un bac de médecine en poche, ce qui ne suffit pas pour poser des actes médicaux. Surpris par ces propos, nous contactons alors la société qui a son siège au Royaume-Uni. Vous n'avez pas besoin d'avoir 30 ans d'expérience pour aller dans un pays en développement et pour dire bon. Je ne pense pas que c'est un moyen d'un vue missionnaire, mais non, c'est moderne. La façon d'aider les pays du Sud, c'est pas de partir les mains dans les poches sur base de la bonne volonté. La meilleure façon de les aider, c'est de soutenir des acteurs qui sont ici et là-bas et qui comprennent la situation dans laquelle ces pays sont et de les appuyer pour développer des projets qui correspondent aux demandes des populations. C'est la vision ONG confrontée à celle de l'entreprise, car Project Broad en est une. 600 salariés dans 29 pays, avec un but. Nous faisons du profit, mais celui-ci nous permet de créer d'autres projets. Vous savez, nous avons des coûts réels qui nécessitent beaucoup d'argent. Vous parlez de vos frais, mais le niveau de vie du pays est très bas.
Ce n'est pas une très belle manière d'envisager les choses. La misère, pivot du tourisme humanitaire. Un tourisme qui pose question. L'association locale percevant une infime partie des sommes payées par les volontouristes. Tout le monde a pu écouter jusqu'au bout, tout va bien? Je pense que c'est un nouveau point, oui. Sinon, c'est le cas. Donc, ici, le volontourisme, comme vous avez pu voir, c'est quand même un tourisme assez sale, éthiquement parlant, mais qui arrive de plus en plus à se rendre populaire auprès des jeunes entre 18 et 30 ans. Lorsque j'étais en cours, on a pu regarder un autre reportage que j'essaie de retrouver, où en gros, c'était une étudiante allemande qui avait décidé de partir en Birmanie pendant 2-3 semaines. Et à l'arrivée de place, ils avaient eu une courte formation pendant 1 semaine pour apprendre quelques mots de la langue locale, mais ils avaient principalement juste été dans un chalet avec une piscine à l'intérieur. Ensuite, quand venait la rentrée des classes, ils ont pu se rendre juste avant une cérémonie religieuse avec beaucoup d'enfants. Et là, les phrases qui sont choquantes et qui sont parfois sorties par beaucoup de jeunes qui y vont, c'était « Oh, regardez les beaux enfants, comment ils sont habillés ». Le contexte de comment c'est une femme blanche qui se rend dans un pays en développement pour les enseigner et qui les trouve juste mignons. Ça fait juste en fait référence au colonialisme ou bien dans les eaux, où ce sont encore des personnes blanches qui décident d'aller juste ailleurs, inférieur, étrange ou bizarre, et en faisant des remarques déplacées par rapport à la culture de là où ils se rendent. Le volontourisme, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de ne pas y aller. Il y a toutes les pires choses qui peuvent être faites dessus. Un autre exemple, c'est une autre Allemande qui était allée au Tibet, que 2 Allemands pour tous les autres, où le but c'était dans un orphelinat. Le problème dans les orphelinats, c'est que les agences de volontourisme travaillent avec des personnes sur place où ils payent les parents qui puissent ça coupe un peu. Attends. Ça va mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Chez Orange, donc c'est peut-être leur réseau, je ne sais pas. Donc, en gros, les parents donnaient leurs enfants quand on leur promettait de faire des études, d'aller à l'université, etc. Mais le problème, c'est que les enfants, ils sont pas orphelins en fait. Et une fois qu'ils arrivaient à en sortir, via des ONG, ils avaient généralement des séquelles psychologiques ou mentales, beaucoup de dépression et un état de solitude. Il faut bien se mettre en tête une chose, il faut pas du en menuiserie ou j'en passe, nous n'avons pas à aller dans un autre pays que là où on vit pour essayer d'aider les autres. Parce qu'on va tout simplement comme dit Marine Le Pen, voler notre travail, littéralement. Et on va surtout faire pire que mieux. Là, je vois que quelqu'un a écrit, donc je vais attendre. Ah ben, il n'arrête plus, il écrit plus. Quand on est touriste, qu'il y a une catastrophe ou qu'on décide d'aider ce prochain, il y a d'autres manières de le faire que de prendre la place des professionnels dans ce genre-là. Quand on est touriste, qu'on souhaite voyager, essayons de privilégier ce qui est local. Si on veut partir à l'étranger, essayons de réduire le plus possible. Ne partons pas dans 5 ans en moins d'1 an. Privilégions un peu ce qu'on a dans les privilégions les choses les plus environnementales possibles. Si on rend à l'étranger, on essaie de faire attention à l'impact qu'on peut laisser. Il y a beaucoup de civilisations qui ont changé à la fin des périodes coloniales, qui ont beaucoup changé avec le tourisme de masse. Il y a eu l'Indonésie, il y a eu le Pérou et j'en passe. Nous-mêmes, quelque part,
on s'est fait un peu enculturer avec les États-Unis. Notre culture s'en est retrouvée modifiée. Le rapprochement avec le tourisme durable, qui veut un tourisme plus écologique, éthique et moral, avec l'anthropologie peut se faire là. La conférence est presque finie. Nous allons maintenant rentrer dans un petit quiz où le gagnant remportera mon respect. C'est déjà pas mal. Si vous souhaitez participer, bien sûr, si vous êtes d'accord. Ils peuvent se démute quand ils veulent ou bien si quelqu'un les force à avoir le micro fermé? Non, les gens parlent s'ils le veulent. Alors, la première question, savoir si vous avez écouté la conférence d'il y a 2 semaines et d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'anthropologie? Roulement de tambour. Vous pouvez parler oralement, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez utiliser vos micros? On m'entend là, c'est bon? Oula. Pas les copier-coller de Wikipédia, T'as non? pas triché, toi? Non, jamais. Zéverine, tu me déçois. La triche, mais... ça n'existe pas chez moi. Ça m'est étranger. Vous pouvez écrire aussi. Hein. Alors, selon vous, pourquoi est-ce utile d'enseigner l'anthropologie dans des études de tourisme? Pourquoi est-ce utile? Tu trouveras pas sur Google. Intéressante et j'ai pas la réponse. Tu trouveras pas sur Google. Ah, Nilo, un début de réponse. Un début. Mais putain! N'a pas aussi une bonne réponse, à moitié? Je pense que le point est pour Lucas, là. Hein. Ou à peu près, oui. Et il a fait l'effort de te le faire en allemand, donc... Le tourisme, c'est pas qu'un secteur économique qui veut de l'argent, mais c'est aussi un secteur social et culturel. Dans le tourisme, on va à l'encontre des autres. Donc il est important qu'on ait ça en tête. Donc l'influence qu'on peut avoir sur leur culture aussi. Comprendre notre impact aussi écologique avec le tourisme durable et ses 3 piliers. Le lien entre l'anthropologie et le tourisme, c'est justement celui-ci. C'est de comprendre le tourisme, pourquoi on fait ça et l'impact qu'on peut avoir. Et comprendre aussi comment un pays en est arrivé là. Autre question. Attendez, je vais faire le petit copier-coller. Attention, c'est utiliser votre connaissance générale. Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas, je suis juste curieuse. Voici un petit extrait. Selon vous, quel est le type de tourisme que cet extrait me dit? Selon vos connaissances, dites-moi en 40 pages, quel type de tourisme est-ce? Pourquoi sexuel? Allez, Lucas. Tu peux le faire. On le sent parti, ah là là. Ah là là, si proche de l'arrivée, et pourtant il a glissé. C'est un échec du maillot jaune au Tour de France. Ce qu'on peut appeler ici en tant que touriste, quand le touriste se rend sur place, il n'a pas conscience que les Touaregs ne font pas les danses du ventre. À moins qu'il ait fait des recherches, ce qui est assez rare. Donc on appelle ça en fait, le but d'un touriste, c'est un tourisme culturel. C'est d'aller à la rencontre de la culture locale. Dans l'anthropologie, on appellera ça plutôt l'acculturation, que les locaux essayent de changer leur culture pour les touristes. Ce qui est complètement con. Tout à fait. Ah. Clairement. Tout à fait con. Là, je n'ai pas dit dans la conférence, mais je suis juste curieuse. Qu'est-ce qu'un voyager? Un quoi? Voyager.
Ah. Genre, le voyager. Qui c'est? Monsieur voyager. Qui est monsieur voyager? Je vais mettre les 3 trucs ici. Vous devez me trouver ce que veut dire. Mais non, mais arrêtez de tricher, merde. Donc, entre voyager, voyageur et voyageuse. mais... Ah là 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 là, quand ça, je me suis stressé pour rien, préparer des trucs pendant 2 semaines et on me sort. Voyager est un acteur porno? Non, je déconne. Ah, je cherche. Attends. Il va sur Pornhub chercher. C'est une recherche dure que tu fais, dis donc. Oui. Donc, pour le voyager, il fait référence au stéréotype du touriste qui confie son voyage directement et qui s'en fout. Son but, c'est simplement de voyager. Le voyageur, c'est l'image qu'on peut imaginer d'Indiana Jones dans sa tête. C'est celui qui organise tout par lui-même, qui désire être seul, de rencontrer les locaux et pas être avec des grands nombres. Et un voyagiste, c'est l'agence de voyage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Que signifie le concept d'enculturation? T'as vraiment tapé ça sur... Putain. Pardon? Qu'est-ce que... Ah, rien. Apprendre la culture à un gamin. Non! Le gamin n'a pas demandé qu'il apprenne. Se faire inculquer une culture. Bravo Nilo! Et c'est un point pour Nilo! Pop, pop, pom. Alors, dernière question. Attention, préparez-vous, mademoiselle. En quoi la pratique du tourisme durable et le concept d'enculturation peuvent-ils être liés? Utilisez vos méninges. En quoi le pratique... Quoi? Parce que c'est pas des... Putain. Moi qui rêvais d'être prof un jour. Bon tu me ramasses ce genre d'élèves, mais je te pète un câble. Ah non, tu n'as pas le droit. Donc, en quoi la pratique du tourisme durable? Je rappelle les 3 piliers. Et le concept d'enculturation qu'on vient de voir juste ici. Comment ça peut être lié? Comment ça peut être positif? J'arrête de donner des indices, parce qu'après vous allez réussir, et moi j'aurais perdu ma dignité. Je l'ai déjà perdu en faisant cette conférence. Ça dépend, Zidrun. Si tu le gifles depuis son enfance et tu lui dis c'est comme ça qu'on devient un homme, bah, il assimilera dans sa tête que bah, gifler quelqu'un c'est bien parce que c'est comme ça qu'on devient un homme. Mais c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose à faire. C'est noté, c'est noté. Le tourisme durable et l'enculturation sont liés car ce sont tous les facteurs qui changent la culture d'une population. Et je dis oui. Anilo, une deuxième fois. C'est un beau oui. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Contrairement à d'autres qui vont sur le site de cul, n'est-ce pas, Zidrun? Tu n'as aucune preuve. C'est peut-être tout à fait positif pour la future génération qui va prendre notre place, enfin, entre guillemets, parce qu'on a déjà tout le monde à pied dans la tombe. C'est justement que quand le tourisme durable se popularisera de plus en plus, ce qui commence à être le cas, parce que des villes comme Venise, Barcelone réfléchissent de plus en plus à pérenniser leur activité, d'enseigner cette culture-là à nos enfants, que nous, on les enculture, à justement arrêter de voyager chaque année à la mer pour rien, arrêter d'aller tous les jours utiliser l'avion, alors qu'on peut prendre le train, des alternatives, etc. C'est ainsi qu'on peut essayer de rendre un monde un poil plus vert, c'est en ayant conscience de notre impact culturel, comme j'ai dit, du tourisme durable à nos enfants. Là où ils sont liés. Et bah, bonnes vacances. Au revoir. Ah. C'est fini, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Enfin, j'espère que la petite vidéo et ce petit truc, ça a été.
C'est ma première conférence, donc j'ai beaucoup bégayé, j'en ai conscience. Je suis pas à l'aise devant un écran. En face de vous, ça aurait été beaucoup mieux, je crois. C'était bien. L'idée de la vidéo, c'était assez bon, c'était assez innovant. Moi, j'ai bien aimé. Normalement, il devait y en avoir 3, mais je n'ai pas pu retrouver les 2 autres. Je précise que j'ai utilisé des éléments de mon cours avec l'accord de mon professeur. Oh, donc voilà. J'ai sa sainte bénédiction, ne vous inquiétez pas. Dommage qu'il n'est pas là aussi. C'était cool. C'est pas assez aussi pour gratter mon professeur dans le sens du poil, parce que j'ai déjà passé mon examen d'anthropologie, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas mal d'avoir des points. Merci de dire que je suis à l'aise. Je n'avais pas du tout l'impression, parce que j'ai ce tic de langage où je bégaye. J'ai mon accent belge, je me fais. Mais je suis en tout cas heureuse que ça a pu vous plaire. Et si je refais des conférences, il y aura encore une fois un quiz et j'espère faire gagner un truc cette fois-ci. Comme ça, ça forcera un petit peu à écouter. Mais en même temps, comme la dernière question, à juste utiliser votre cerveau.